Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le On Art, le podcast dijonnais qui te fait découvrir tout ce que tu dois savoir sur l'art et la culture. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle voix dans le podcast. Bien sûr que c'est moi c'est Parmida et aujourd'hui, pour cet épisode, je ne suis pas toute seule. Je suis avec notre invité Pierre Monceau. Salut Pierre, ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va super. Et bien sûr, on a Tristan et Amélie à la technique et on tient à les remercier. Dans l'épisode précédent, on avait Joris Kroos, artiste dijonnais, qui nous a expliqué l'importance du collectif dans le milieu artistique. Si tu as raté cet épisode, je te conseille d'aller l'écouter parce que c'était vraiment très intéressant. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes, notamment sur le site de Radio Campus. Bref, on est là aujourd'hui avec un nouvel épisode, une nouvelle problématique et un super invité. Il pratique la musique depuis l'enfance, a quitté ses études de musicologie pour retrouver sa liberté, peut-être dans les médiations. Ces médiations connues comme des dialogues profonds. C'est Pierre, médiateur au Frac Bourgogne. DJ qui enflamme les soirées de sabotage à Dijon. Il a sorti 2 albums de musique expérimentale, passionné par l'écriture et de critique artistique et musicale. Il écrit aussi son propre parcours comme une matière vivante. Bon, je vais pas te spoiler, Pierre, aujourd'hui tu te présentes comment? C'est compliqué, il me faudrait 3 heures pour répondre. Non, aujourd'hui je me présente, je sais pas, peut-être plus comme auteur, parce que comme tu l'as dit, je suis plus aujourd'hui dans l'écriture, que ce soit pour les autres ou pour moi-même. Et aujourd'hui, avec ce parcours assez hybride entre écriture et musique contemporaine et médiation, comment tu perçois l'art contemporain dans toute sa diversité? L'art contemporain, c'est vraiment un champ très vaste, parce que c'est un petit peu cliché ce que je veux dire, mais il existe, je pense, autant de formes d'art qu'il existe d'artistes. Et c'est vraiment un champ d'expression, un moyen d'expression que je trouve super intéressant, qui permet autant aussi bien de s'exprimer visuellement que de façon sonore, que de façon sensorielle. Et c'est pour ça que moi, que c'est quelque chose qui me passionne depuis vraiment très très longtemps. Et que j'essaie un petit peu d'explorer cet univers-là, un peu sous toutes les facettes que je peux en tout cas saisir et maîtriser. Est-ce que pour toi, il y a des liens entre toutes ces pratiques? Oui, il y en a toujours, parce que quand je fais par exemple de la musique, je m'inspire aussi bien de musiciens que de plasticiens, de plasticiennes, que d'écrivains, d'écrivaines. Enfin, pareil, quand j'écris beaucoup par exemple en écoutant de la musique, et ce que je vais écouter va un peu aussi influencer ma façon d'écrire, que ce soit au niveau de la forme, au niveau des émotions que j'ai envie de faire ressentir. Donc oui, tout pour moi en tout cas se croise, parce que j'ai vraiment un intérêt pour beaucoup de formes d'art différentes, beaucoup d'artistes différents, et forcément tout finit par se regrouper en fait et se recouper à un moment ou un autre. Et comment tu présentes l'art contemporain à des différents publics? Ma pratique de médiateur, donc pour le Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne, elle est plus pédagogique, c'est-à-dire que je vais vraiment déjà voir à quel public je vais avoir affaire en face de moi, parce que le but d'un FRAC, c'est vraiment d'accueillir tous les publics, sans distinction d'origine sociale, d'âge, de genre, de quoi que ce soit. Et aussi sans distinction en fait de connaissances, c'est-à-dire que je peux aussi bien par exemple faire des visites guidées avec des enfants, je sais pas, en CP, Oui. pour qui c'est la première fois qu'ils ont un rapport à l'art, qu'avec des gens qui sont par exemple dans des associations d'artistes et qui fréquentent des musées depuis leur enfance et qui connaissent beaucoup de choses. Donc je vais vraiment essayer de m'adapter au public qui sont face à moi. Et dans tous les cas, je vais toujours essayer de faire en sorte que ce soit un dialogue le plus constructif possible, en tout cas j'essaye, pour qu'on puisse échanger autour des œuvres des artistes qu'on va voir, auxquels on va se confronter, et d'essayer que tout le monde puisse gagner en fait en connaissance à ce sujet. Comme tu l'écris, Pierre, dans ton texte consacré à la musique de Sam Barker, Utility, que l'on vient d'écouter, publié dans le numéro 7 de Point Break, tu nous dis que la musique générée à l'aide de machines n'est jamais entièrement déshabillée de toute humanité. L'écho de la techno et de la trance apporte des atmosphères qui se laissent écouter aveuglément. Donc, pour revenir à ton travail d'écriture et de critique d'art, qu'est-ce qui t'attire le plus chez un artiste et sur quel aspect tu travailles généralement? Ce qui m'attire le plus chez un ou une artiste, ça va être la façon dont il ou elle utilise en fait des outils qu'on peut tous avoir, et la façon dont cette personne va les déformer ou détourner en tout cas pour s'exprimer à sa façon, et pour pouvoir nous raconter des choses, soit des choses fictives, soit des choses biographiques, etc., autobiographiques, et nous raconter des choses en fait qui vont, moi en tout cas, me parler. Et effectivement, après, ce texte donc sur Sam Barker, je l'ai écrit pour le magazine Point Break, que les gens, je pense, à Dijon connaissent.
connaissent bien. Et c'était pas sur cet album-là exactement, sur l'album dont est extrait le titre qu'on vient d'entendre, c'est sur son dernier qui s'appelle Stochastic Drift. Je trouve ça intéressant en fait de me dire que les formes aussi d'art évoluent, comme dans la musique où je parlais justement des musiques synthétiques faites sur ordinateur, ce genre de choses. Et pour moi, ça marche dans toutes les formes d'art en fait. Je dirais même que utiliser par exemple l'IA, comme on est un petit peu là-dedans en ce moment, ça peut être très intéressant comme outil. Après, il y a plein de questions d'éthique qui arrivent derrière et tout ça. Mais même globalement, et ça peut-être que ça sera, je ne sais pas, tu me demanderas ça peut-être tout à l'heure, mais même dans la musique que je pouvais faire, en fait, j'aimais bien aussi utiliser sample la musique d'autres, en fait, donc jouer un petit peu avec le droit d'auteur pour déformer un petit peu tout ça, le casser, le tordre et pour essayer de l'amener vers quelque chose d'autre. Est-ce que tu as écrit pour d'autres médias dijonnais ou est-ce que tu as déjà écrit pour d'autres médias dijonnais? Oui, il y a très longtemps, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant, j'écrivais pour Sparse un petit peu à une époque. Bonjour à Sparse d'ailleurs, s'ils nous écoutent, et je pense qu'ils nous écoutent de toute façon. Que les Dijonnais aussi, les Dijonnais se connaissent très bien. J'avais écrit aussi quelques textes donc pour Sparse sur la musique et quelques dossiers, notamment sur le consortium à Dijon et sur les suspensions corporelles. Voilà, donc à Dijon aussi toujours, donc sur les pratiques modifications corporelles, ce genre de choses, donc des pratiques assez particulières et sur l'art en général. Et pour les artistes dijonnais? Oui, en fait, j'ai même principalement, si je réfléchis bien, écrit pour des gens de Dijon pour le moment. C'est une pratique en fait d'écrire pour les autres que j'ai commencé il y a 2 ans finalement, donc c'est très récent. Je suis encore un débutant là-dedans. Même si j'écris en tout cas pour moi ou pour d'autres depuis très longtemps, d'écrire vraiment des textes personnalisés pour des artistes, ça c'est vraiment un truc très récent dans, on va dire, ma carrière, si on peut appeler ça comme ça. Et principalement, pour le moment, c'est les artistes dijonnais, effectivement, des gens que j'ai pu croiser en fait à des vernissages, des amis d'amis, ou des gens qui ont entendu parler en fait de ça et qui ont lu mes textes et qui ont été intéressés, qui m'ont demandé ensuite de travailler pour eux. Et ça peut être des gens que je suis encore aujourd'hui, avec qui j'écris encore aujourd'hui de temps en temps, quand il y a une demande en tout cas. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça me permet aussi de rencontrer des artistes, de suivre leurs travaux de près, de les voir évoluer et surtout d'étudier en quelque sorte leurs travaux. J'ai écrit par exemple pas mal de textes pour un artiste du coin qui s'appelle Anselme Sennelier, pour qui j'avais écrit un texte très simple au tout départ et ensuite on a retravaillé plusieurs fois. Je trouve ça intéressant parce que du coup je me suis un petit peu spécialisé dans son travail, je connais mieux ce qu'il fait, je vois mieux ce qu'il fait, on est amené à se revoir et voilà, peut-être qu'un jour, s'il nous écoute, il me redemandera quelque chose et ça sera avec plaisir, mais en tout cas voilà, je suis ouvert vraiment à l'écriture, en tout cas pour tous les artistes en tout cas qui peuvent me parler, qui peuvent m'intéresser, dont les travaux me plaisent, ou en tout cas les travaux que je peux découvrir et qui vont me plaire par la suite. Ça vient d'où cette passion de l'écriture? Cette passion de l'écriture, c'est difficile à dire. J'étais un cancre à l'école, donc forcément, ça vient pas de l'école. C'est quelque chose, je sais pas trop, c'est quelque chose que j'ai développé parce que depuis tout petit, j'ai toujours eu besoin de m'exprimer, envers tout le monde. J'ai toujours ressenti l'envie de dire mes idées à tout le monde, même bon, en faisant attention de ne pas non plus embêter les gens avec ça. Faut quand même que je reste un peu sage et pas que les gens soient inondés sous des informations. Je pense que j'ai commencé surtout en fait quand j'étais plus jeune, j'ai eu accès à Internet très tôt dans ma famille et donc un ordinateur et donc un clavier et donc sur Internet des forums de discussion, des choses comme ça, notamment des forums de musique où j'ai fait un petit peu mes premières armes musicales si je puis dire sur Internet et où j'ai passé vraiment des nuits entières et des après-midi entières à échanger avec des inconnus à l'autre bout du monde autour de la musique notamment. Il fallait que j'écrive et des fois il y avait des débats donc il fallait que je prenne le dessus sur le débat, donc il fallait que j'écrive encore plus. Donc je pense que c'est comme ça que c'est né mon amour pour l'écriture. Et est-ce que tu as déjà écrit sur tes propres albums, comme l'album Suiteville Région? Il me semble pas que j'ai... Non, j'ai pas écrit de choses vraiment dessus. En fait, pour le coup, les objets artistiques plus hors littérature, donc on va dire la musique, ce genre de choses, que je peux faire, je préfère, entre guillemets, que les autres en parlent à ma place, parce que c'est quelque chose qui vient plus de moi, en fait, plus de mon intime, et que j'ai plus de mal à exprimer. Ça, c'est un truc, de toute façon, beaucoup d'artistes ont du mal à parler de leurs propres œuvres, et c'est normal, hein, c'est très difficile, parce que c'est quelque chose qui nous paraît évident, et inné, en quelque sorte, les idées qui sortent de nous. Mais non, je pense pas avoir écrit déjà dessus. Ce que je sais, c'est que j'étais déjà passé sur cette même radio à l'époque pour en parler. Mais voilà, non, j'ai pas écrit sur ce que je fais. Et est-ce que tu travailles actuellement sur d'autres projets d'écriture encore inédits dont tu aurais envie de me parler? Bah, j'écris toujours sur un journal, donc journal/récit de voyage que j'écris depuis à peu près 2 ans maintenant, que j'ai commencé à un moment de ma vie en fait où j'avais besoin d'une grande pause, où j'ai pris une grande pause, où je suis parti vivre 2 mois en Islande et 2 mois en Vendée. Ça m'a permis de vraiment de découvrir plein de nouvelles choses, de découvrir des choses sur moi, sur les autres, sur le monde, sur plein de choses qui m'entouraient, quoi.
Et du coup, je me suis mis à écrire sur moi. Je me dis pourquoi pas en fait finalement, parce que la plupart des auteurs et autrices célèbres de toute façon, sans arrogance, mais ont commencé par écrire sur eux ou elles, donc pourquoi pas moi en fait, même si j'ai pas du tout cette prétention d'être célèbre ni quoi que ce soit, surtout que ça m'intéresserait pas tellement. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme quand on tient en fait un journal intime finalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais raconter des bribes de ma vie au jour le jour et surtout ce journal récit de voyage, quand je l'écris, j'ai aussi beaucoup le côté ce que j'expliquais avant, artistique en tête, c'est-à-dire que je l'écris en écrivant de la musique, je l'écris en regardant des œuvres que j'aime bien, donc je m'inspire aussi beaucoup d'artistes ou de gens, même de gens que je peux connaître dans ma vie qui sont pas forcément des artistes, qui vont m'influencer sur mon écriture et sur l'histoire que je raconte dans ce livre. Pour toi, ce qui change entre le fait de parler de toi et celui de parler des autres? Parler de moi, c'est plus compliqué que de parler des autres, parce que j'ai pas le même recul, forcément. Et parler des autres, c'est à la fois plus simple et à la fois plus compliqué. Plus simple parce qu'on a justement ce recul dont je parle, qui fait qu'on peut voir en fait de l'extérieur ce que les gens produisent, et ce que les gens font, et ce que les gens disent. Mais en même temps, je ne suis pas ces gens pour qui j'écris, donc je ne suis pas dans leur tête. Donc j'ai toujours un petit peu cette crainte d'écrire des bêtises ou de surinterpréter des choses qu'ils peuvent faire, qu'elles peuvent faire. Par exemple, quand je parle de l'œuvre de quelqu'un, bah justement, tu parlais de Joris tout à l'heure, j'ai écrit des choses pour Joris Creuse. J'ai toujours un peu cette crainte de me dire, ok, j'écris ça sur une sculpture qu'il a fait, est-ce que je surinterprète pas trop? Est-ce que c'est une bêtise? Est-ce qu'il va me juger pour ça? Est-ce qu'il va mal le prendre? Bon, ça se passe toujours bien. Mais je me pose quand même toujours cette question, parce que quand on écrit pour quelqu'un d'autre, en fait, on se met un petit peu on se met pas vraiment à nu, mais en tout cas, on met à nu l'autre personne, et du coup, il faut que ça soit fait de façon correcte, pas insultante. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais sinon, écrire pour moi, c'est différent, c'est autre chose encore. Le journal dont tu viens d'en parler, est-ce que tu penses qu'on va le sortir un jour ou ça reste pour toi? Ou est-ce que tu l'as déjà sorti? Non, je l'ai pas déjà sorti. Il n'est pas terminé encore. Mais oui, j'aimerais bien peut-être le sortir. Je sais pas, j'en sais rien. C'est un monde que je découvre aussi, tout ça, l'édition, etc., etc. En fait, que je ne connais même pas encore, pour le coup. Mais je sais que dans mon entourage, il y a des gens qui savent comment faire, qui connaissent. Donc, je sais que je poserai des questions aux bonnes personnes en temps voulu. Mais oui, bien sûr, si ça peut être un moment sorti, que des gens que ça intéresse, peut-être, puissent les lire, ou mes proches, mes amis, ma famille, ou peut-être d'autres personnes. Parce que j'ai aussi un petit peu envie que ça soit agréable à lire, que ça soit intéressant à lire, qu'il y ait des idées à l'intérieur qui puissent trouver écho chez d'autres gens. Je parle d'art aussi, je parle de philosophie, donc il faut que ça puisse toucher le plus de monde possible, entre guillemets. Donc oui, si ça peut sortir, ça serait cool. Pierre, comme j'ai cité plusieurs de tes sorties d'albums, est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus? Les deux musiques qu'on a entendues, en tout cas dans cette émission, c'est des artistes qui m'ont influencé, en tout cas pour ce que j'ai fait. Et donc j'ai sorti quoi, deux albums, sous des formes un peu bizarres, un peu bâtardes, mais c'était il y a longtemps, ça commence à remonter. Mais c'était donc des cassettes, enfin une cassette et un album numérique, qui était sous forme de vidéo d'ailleurs à l'origine, qui sont plutôt dans ce qu'on appelle la vaporwave. Je fais des guillemets avec les doigts, mais ça se voit pas du tout à la radio. Mais de la vaporwave, entre guillemets, mais de la musique expérimentale et ambiante au sens plus large, influencée, inspirée par des artistes comme Oneotrix Point Never, James Ferraro, Boards of Canada justement, FX Twin, des choses comme ça, Miracalix, voilà, plein d'artistes dans ce genre-là. Et c'était, ouais, c'est ça, c'est la première cassette, c'était vraiment de la vaporwave un peu pure, donc avec beaucoup de samples, où je reprenais des musiques existantes, je coupais dedans, je les modifiais, je les retournais, je changeais le rythme, je changeais donc le sens, plein de choses comme ça, le tempo. Et l'idée, c'était de faire un peu une espèce de musique un peu à la fois amusante à écouter et à la fois avec un côté un peu une réflexion en fait, comme l'est la vaporwave, sur le sample, sur la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Parce que j'aime beaucoup aussi un artiste, John Oswald, qui s'est beaucoup intéressé à ça, justement, aux droits d'auteur dans la musique, et comment, en fait, on peut faire une nouvelle musique avec une musique qui existe déjà. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la techno, dans le hip-hop, dans plein de genres musicaux encore aujourd'hui. Et mon deuxième album, c'était plus donc une vidéo à l'origine. C'est quelque chose que j'ai fait donc dans le cadre du festival Direct à l'époque. Donc ça, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Je suis très mauvais sur les dates, j'ai pas une très bonne mémoire, mais c'était dans ces eaux-là. Et c'était donc une collaboration avec la Cinémathèque de Bourgogne à l'époque, qui était à Dijon à l'époque, encore une fois, qui m'avait en fait donné l'accès à leur fonds vidéo. Donc c'était des vidéos d'archives de Dijonnais, de Bourguignons, de Dijonnaises, de Bourguignonnes. Et c'était vraiment de la vidéo de famille, de gens à la montagne, de gens dans les villes en train de marcher, dans leur jardin, en train de jouer avec leurs enfants. Enfin vraiment des vidéos ordinaires. Et quelques vidéos aussi d'archives de la ville de Dijon,
Donc des vidéos un peu, entre guillemets, promotionnelles, où on voyait Dijon dans les années 70, par exemple. Donc c'était assez intéressant à regarder, de voir le changement aussi. Et donc j'ai fait un montage vidéo de 40-45 minutes, je crois, avec ce fond de vidéo. Et j'ai donc composé 40-45 minutes de musique par-dessus. Alors avec moins de samples qu'avant, plus des choses originales. Et l'idée, pareil, c'était de faire une composition un peu ambiante, un peu atmosphérique, un peu étonnante à écouter, qui raconte une histoire et qui accompagne des vidéos très différentes, très diverses. Où on peut trouver tes albums? Alors on peut trouver ça sur Bandcamp. Le nom d'artiste que j'ai utilisé à l'époque pour sortir ça, c'était Voyage. Donc Voyage avec un S à la fin. Voyages, donc voyage.bandcamp.com. Il y a les deux dessus si je me trompe pas. Sinon sur collectiondirect.bandcamp.com, donc qui était le label du Festival Direct sur lequel est sortie aussi cette vidéo à l'origine. Et normalement tout est en écoute libre par-dessus. Et la vidéo, en revanche, je crois qu'elle n'est pas encore... je ne l'ai pas publiée sur Internet justement pour des questions de droit d'auteur. Parce qu'avec la Cinémathèque de Bourgogne, j'ai pas pu avoir accès à la diffusion de certaines vidéos en fait. Donc elle n'est pas disponible en libre regard sur Internet, malheureusement. Est-ce qu'il y a une raison que tu sors tes albums juste sur Bandcamp? C'est beaucoup plus simple. En fait, Bandcamp, c'est vraiment très accessible à un peu tout le monde. Il n'y a rien à payer de base si tu veux publier tes premières sorties, on va dire. Politiquement parlant, c'est un petit peu plus propre aussi que Spotify et toutes ces choses-là, donc moi ça me convient aussi beaucoup mieux. Voilà, c'est un outil, un site que je trouve simple d'utilisation, simple d'accès. Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie qui publient aussi leur musique dessus, donc voilà. Du coup, dans tes textes que j'ai pu lire de toi, tu touches souvent aux transformations et aux lieux en général. Est-ce qu'il y a un lien avec ta vie? Oui, complètement. Je suis extrêmement, dans tout ce que je fais, que ce soit l'écriture, la musique, quoi que ce soit, je suis extrêmement en fait influencé par la mémoire qu'on a des lieux, des maisons, des espaces naturels qu'on peut connaître et qu'on peut avoir fréquentés dans sa vie, et de comment aussi la mémoire d'un lieu peut se distordre dans notre tête. Quand on imagine, je sais pas, une maison qu'on a pu fréquenter quand on était enfant, on l'imagine souvent soit trop grande, soit trop petite, soit avec des pièces supplémentaires, et souvent aussi quand on fait des rêves autour de ces bâtiments-là, de ces habitations-là, il y a toujours des salles en plus, des salles en moins. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que ça parle vraiment de la mémoire au sens très large, de la mémoire intime aussi, et l'habitation, le lieu aussi, c'est quelque chose qui est très particulier parce que c'est très politique. On n'a pas tous la chance de vivre dans une maison, on n'a pas tous la chance de vivre dans un endroit, on va dire, où on a des beaux paysages avec des belles pelouses. Il y a des endroits où c'est malheureusement plus compliqué pour plein de raisons très différentes. Donc c'est aussi ça que je trouve intéressant là-dedans, c'est tout ce que le lieu, on va dire lieu au sens large, peut dire en fait sur tous et nous toutes, et sur l'état du monde dans lequel on est. Merci pour cet épisode et merci d'avoir accepté de participer, Pierre. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous rappelle, si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes, nous nous appelons Onar. Vous pouvez nous retrouver partout, ainsi que sur Instagram, onar-asso. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un autre épisode.